Bonjour à tous, on va voir dans cette vidéo comment on représente les chaînes de Markov, donc paragraphe 2.2. Définition. À une chaîne de Markov, on associe un graphe orienté pondéré, dit aussi graphe pondéré associé, où les sommets vont être les états et les arêtes orientées qui vont relier l'état I à l'état J. Ces arêtes vont être pondérées par la probabilité de passer de l'état I à l'état J. On associe également à une chaîne de Markov une matrice carrée P, que l'on appelle une matrice de transition associée, où le coefficient situé en ligne I et en colonne J sera égal à la probabilité de passer de l'état I à l'état J. Remarque, si les sommets du graphe sont des lettres, on numérote ces sommets dans l'ordre alphabétique. Et dans la matrice de transition, la somme des termes appartenant à une même ligne sera toujours égale à 1, puisque les coefficients représentent des probabilités. Alors, je vous propose donc de reprendre les trois exemples précédents et d'associer à chacun des exemples des chaînes de Markov le graphe orienté pondéré et la matrice de transition associée. Revenons sur le premier exemple. On avait donc deux états possibles pour notre système. Il pleut ou il ne pleut pas. Donc je vais prendre un sommet à chaque fois pour chaque état. Donc là, j'ai l'état 1 et l'état 2. Et on va expliquer donc comment on passe d'un état à l'autre. Alors, on l'a vu, s'il pleut. Donc, état 1, un certain jour. Alors, il va à nouveau pleuvoir le lendemain. Hop. Je prends le stylet. Alors, il va à nouveau pleuvoir le lendemain avec une probabilité de 0,7. S'il ne pleut pas le lendemain, donc je passe à l'état 2, ce sera avec une probabilité de 0,3, parce que la somme des probabilités fait toujours 1. Maintenant, s'il ne pleut pas, donc je suis à l'état 2. Donc s'il ne pleut pas un certain jour, alors il va pleuvoir le lendemain, donc je reviens à l'état 1 avec une probabilité de 0,2. Et donc la probabilité qu'il ne pleuve pas à nouveau le lendemain, la probabilité va donc être égale à 0,8. Donc vous voyez qu'on résume de façon extrêmement efficace donc les règles d'évolution de notre système grâce à ce graphe pondéré. Et donc sur les arêtes, ici on dit que les arêtes sont pondérées par les probabilités de transition. Donc 0,3, 0,2, 0,7, 0,8. On les appelle des probabilités de transition, c'est-à-dire les probabilités de passer d'un état à un autre état. On peut également résumer toutes ces informations dans une matrice de transition. Donc, que je note P. Donc, comme ici, j'ai un graphe à deux sommets, donc deux états. Je vais aussi avoir une matrice de transition de dimension 2 par 2. Donc, les lignes ici, 1, 2, vont représenter les états dans lesquels on est.
et les colonnes, donc 1, 2, les états dans lesquels on va pouvoir aller. Donc, par exemple, la probabilité de passer de l'état 2 dans lequel je suis à l'état 1, probabilité donc de passer de l'état 2 ici, là où je suis, à l'état 1, ici, donc je me retrouve sur ce coefficient, cette probabilité vaut 0,2. Autre exemple, donc la probabilité, on est à l'état 1, de rester à l'état 1, donc je suis ici, je suis à l'état 1 initial, je passe ou je reste à l'état 1, cette probabilité, elle vaut 0,7. La probabilité de passer de l'état 1 à l'état 2, de 1 à 2, je vois ici 0,3. Je vais un tout petit peu plus vite. Et la probabilité d'être à l'état 2 et de rester à l'état 2 est donc de 0,8. Donc cela fonctionne un peu comme les matrices d'adjacence. Donc pour les matrices d'adjacence, on indiquait en fait combien d'arêtes, par exemple, permettaient de passer du sommet 1 au sommet 2. Ici, on n'est pas avec un nombre d'arêtes, on associe donc un coefficient au-dessus de l'arête qui correspond à la probabilité. Donc vous remarquez, très très important, donc sur une matrice de transition, quand on fait la somme des coefficients sur une même ligne, ici, on obtient à chaque fois 1. Ce sont des probabilités. 0,2 plus 0,8, 1. Donc vous voyez que sur une matrice de transition, vous avez les mêmes informations que sur le graphe ici orienté. Bon, l'avantage de ce graphe orienté, c'est que c'est plus visuel, on comprend bien comment on peut passer d'un état à un autre. Mais l'avantage des matrices de transition ici, c'est qu'on va pouvoir faire des calculs. Alors, pour voir si c'est bien compris, je vous propose donc d'essayer d'associer donc à notre chaîne de Markov de l'exemple 2, à la fois son graphe pondéré et sa matrice de transition. Je rappelle que les probabilités de transition, je rappelle qu'il y avait équiprobabilité. Correction. Donc ici, on retrouve les 4 états, c'est-à-dire les 4 sommets du carré, A, B, C, D. Et par exemple, si la puce est dans l'état A, donc elle ne reste jamais dans le même état, ici, ni en A, ni en B, ni en C, ni en D. Elle passe automatiquement sur les sommets voisins. Donc, je ne peux pas avoir non plus de liaison entre A et C. Donc, elle peut aller soit en B, soit en D. Donc, avec une probabilité ici de 1 chance sur 2. Si elle est en B, pareil, elle va sur les sommets voisins, en A, en C, et ainsi de suite. Donc, la matrice de transition associée, donc on retrouve les sommets A, B, C, D, donc l'état dans lequel la puce est, et ici sur les colonnes A, B, C, D, donc les sommets sur lesquels elle peut aller. Donc de A à chaque fois, ça vaut 0, de B à B, 0, de C à C, 0, de D à D, 0. Elle ne peut pas rester sur le même sommet. Et par contre, elle peut passer sur les sommets voisins. Donc si elle est en A, elle peut aller soit en B, soit en D. Donc avec une probabilité de 0,5. Voilà. Et vous complétez donc pour les autres probabilités. Exemple 3, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour prendre le temps de le faire. Donc, correction, donc on est avec le problème du collectionneur. Je rappelle qu'il y avait 6 états, puisqu'il pouvait avoir 0 image, ou bien 1, 2, 3, 4, 5 images.
donc 6 états qui correspondent donc au nombre de cartes différentes dans la collection. Donc dès qu'il achète, au départ il n'en a pas, donc, ce qui veut dire que dès qu'il achète un paquet de cornflakes, il est sûr d'avoir une image, donc il est sûr d'accéder à une collection avec une probabilité donc de 1. Ensuite, quand il a une image, eh bien, il n'a pas 4 images, il lui manque 4 images sur 5. Donc il a une probabilité de 4 chances sur 5 d'avoir 2 images. Ou bien une probabilité de 1 chance sur 5 de n'avoir qu'une image. On suppose bien sûr que les cartes sont réparties équitablement dans les paquets. S'il a 2 images, on comprend bien que cela va être de plus en plus difficile de monter dans les états. On a d'images. Quand il a 2 images, donc, ça veut dire qu'il a 3 chances sur 5 d'avoir la 3e image différente, une nouvelle image différente. Et c'est plus dur, il a quand même 2 chances sur 5 de ne pas avoir de nouvelles cartes, etc., etc. Donc, quand il arrive à la 5e image, il est sûr de rester à l'état 5, ici, parce qu'il aura beau acheter de nouvelles boîtes de cornflakes, il n'y aura pas de nouvelle image, donc il n'en aura toujours que 5 dans sa collection. Et on retrouve ici la matrice de transition avec 0, 1, 2, 3, 4, 5, donc les différents états sur les lignes et les colonnes. Donc, il ne peut pas rester de l'état 0 à l'état 0, puisque forcément, quand il achète, donc probabilité ici 0, quand il achète une première boîte, il va forcément donc avoir une première image. Donc ici, de 0 à 1, on a une probabilité de 1. Et j'ai complété ensuite donc, la matrice de transition. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des soucis. Alors, on va s'arrêter là pour cette deuxième vidéo sur la représentation des chaînes de Markov. J'espère qu'elle vous aura permis de bien comprendre comment on représente une chaîne de Markov, donc à la fois à l'aide d'un graphe pondéré et une matrice de transition. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment les matrices de transition nous permettent de faire des calculs, notamment comment elles vont nous permettre de trouver les distributions. Cette deuxième vidéo est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous donc dans notre troisième vidéo. Merci.